Bonjour chers fidèles de l'émission Club de la Presse, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, branchés sur nos plateformes des radios RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous parlons code de conduite des médias burundais en période électorale. Le Conseil national de la communication vient d'imposer une série de mesures à respecter et qui ont été soumises aux responsables des médias pour signature et adoption. C'est une procédure rejetée par certains médias indépendants, à savoir la radio Isanganiro et le journal Iwachu. Les responsables de ces médias ont opposé une fin de non-recevoir à ce texte élaboré par le Conseil national de la communication CNC sans associer les médias concernés. Que faut-il retenir de ces relations entre le Conseil national de la communication et les médias en période électorale? Ce code de conduite est-il conçu pour réduire encore plus l'espace médiatique au Burundi? Pour en parler, nous sommes avec deux journalistes burundais en exil. Désiré Hatungimana, qui n'est pas nouveau dans cette émission, il est rédacteur en chef de la radio Inzamba Agateka Kawe. Bonjour Désiré. Bonjour Patrick. Bienvenue. Merci. Le deuxième invité, c'est Eloge Nyonzima, journaliste indépendant. Bonjour Eloge. Bonjour Patrick. C'est la première fois que tu es sur ce plateau de Club de la Presse. Merci pour l'invitation. Merci. Bonjour encore. Bienvenue. La première question, je l'adresse à vous, Désiré Hatungimana. Vous avez couvert en synergie des médias au Burundi deux échéances électorales, celle de 2005 et celle de 2010. C'est vraiment tout à fait normal qu'il y ait code de conduite en période électorale, Désiré, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait une code. Il faut qu'il y ait un code de conduite. Il faut qu'il y ait ce code parce que toute organisation doit avoir un règlement. Toute chose doit être régie par une loi. Alors qu'il y ait un code de conduite pour les médias burundais, qui s'engagent à participer dans une synergie, je trouve que c'est normal. C'est normal parce que quand on va sur terrain, couvrir l'événement, les élections, il faut un code de conduite. Il faut un guide. Ce sont des moments spéciaux. Oui, il faut un guide parce que pour la synergie, les médias se mettent ensemble. Et s'ils se mettent ensemble, c'est-à-dire que si Isanganiro est là, si les MAFM est là, ils ne sont pas régis de la même loi chez eux. Mais s'ils se mettent ensemble, ils doivent être régis par un même... Ils ont même orientation éditoriale. Oui, bien sûr, à ce moment, parce qu'ils constituent un seul organe de presse qui s'appelle la synergie des médias, qui est là pour uniquement ces élections. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui va les guider. À ce moment, je trouve que c'est normal qu'il y ait un code de conduite. Et je pense qu'ils ont bien fait. Depuis 2005, il y avait ces codes. Même en 2010, il y avait un code. Je ne vois pas comment aujourd'hui on ne pouvait pas avoir un code. Ouais, le code est là. C'est un code qui n'est pas considéré de la même façon. Il y a des responsables médias qui ont adopté le code sans hésiter. Il y en a d'autres qui ont refusé d'apposer leur signature. Oui. C'est un comportement que vous trouvez fondé. C'est un comportement responsable. Et je félicite d'ailleurs ces directeurs qui n'ont pas signé ce code. Parce que si quelque chose se réalise et s'élabore dans un laboratoire, on vous amène le document final pour signer. C'est un manque de respect. Un manque de respect envers ces médias, parce que ces médias devraient se mettre ensemble pour élaborer ce code, comme ils vont se mettre ensemble pour faire ce travail. Moi-même, si on m'amène quelque chose, si je n'ai pas participé à l'élaboration de cette chose, je ne peux pas signer. Parce que si on analyse très bien dans ce code, il y a des articles. Des restrictions. Des articles qui sont contre la liberté de la presse. Alors, qui est ce directeur qui oserait signer quelque chose qui enlève le droit à ces journalistes? Mais si on regarde l'espace médiatique burundais, on voit d'ailleurs que les deux médias, Iwachu, Isanganiro,
Oui, ils sont les seuls indépendants. Parce que les autres, c'est la radio nationale. Rema FM. Il y a la Rema FM, il y a d'autres radios communautaires qui ont été fondées par les dirigeants du CNDD-FDD dans différentes provinces. Alors, à ce moment, ils signent sans les yeux fermés. Mais on ne peut pas obliger à une radio comme Isanganiro, un journal respectueux comme Iwachu, de signer les yeux fermés. Je les comprends très bien. Et je les félicite d'abord, parce qu'ils ont été courageux. Ouais. Alors, Nyonzima, si aujourd'hui les responsables des radios Isanganiro et le journal Iwachu ont opté pour le refus d'adopter ce code de conduite, croyez-vous que c'est une façon de rejeter le contenu ou c'est purement et simplement parce que le code a été formulé unilatéralement par le CNC? Effectivement, mon collègue l'a bien dit, c'est qui est code pendant la période électorale, c'est normal. Mais ce qui est anormal et ce qui est la première dans le monde médiatique burundais, c'est qu'il y ait un code électoral conçu et préparé par le Conseil national de la communication, sans concertation des médias, et qui est amené unilatéralement pour signature et adoption. C'est la première, en fait. Qu'aujourd'hui, alors, il y ait des responsables des médias qui disent que non, ils ne peuvent pas apposer leur signature, adopter ce code électoral, je le trouve courageux. Je les trouve courageux. C'est une sorte de bravoure, effectivement, si on considère la situation dans laquelle les médias, les journalistes burundais travaillent actuellement. Est-ce que c'est uniquement pour la forme qu'a utilisé la procédure qu'a utilisée le CNC ou c'est purement et simplement pour rejeter le contenu de ce code, le contenu qui est parfois restrictif? C'est les deux. Moi, je dirais que ce sont les deux. Par rapport à la forme, tu le sais déjà, ce qui est fait pour toi sans toi est fait contre toi. Exactement. Alors, ils n'ont pas été associés pour l'élaboration de ce code de conduite. Alors, ils doivent avoir peur de ce qui est de ce code qui a été fait dans un laboratoire où on ne sait rien. Alors, mais quand on va même dans le contenu, c'est aberrant ce qu'on y trouve. Si on se donne le droit d'enlever la liberté du journaliste, là où on trace le chemin que le journaliste doit emprunter dans une période cruciale comme une période électorale, c'est anormal. Si on revient sur le contenu, il y a le CNC qui interdit, par exemple, de considérer les sondages comme source d'information. Est-ce que le CNC, quelque part, a raison? Moi, je me dis que, je ne sais pas si c'est le CNC, ce CNC, si on va l'appeler le Conseil national de la communication ou quelque chose d'autre. Sinon, le CNC ne devrait pas mettre les embûches dans le travail du journaliste, mais devrait aider le journaliste de travailler avec toutes les facilités. Mais aujourd'hui, que le CNC, un organe qui d'emblée devait surveiller, oui, comment le travail du journaliste se passe, si le code, la déontologie est respectée, si la loi est respectée, amène un code qui empêche le journaliste à travailler. Moi, je me dis que ce n'est plus le CNC, peut-être c'est un département du parti, c'est un département du CNDD-FDD. Mais je rappelle que le CNC est un conseil constitutionnel. Oui, c'est un conseil constitutionnel, effectivement. C'est pourquoi je te dis que, est-ce qu'on l'appellera un conseil national de communication? Ou bien c'est un conseil national peut-être... Et parmi ses fonctions, parmi ses prérogatives, il doit promouvoir le métier de effectivement. Figurez-vous que dans ses prérogatives, c'est la promotion. Mais aujourd'hui, c'est la restriction. Non, moi, je dirais que... Oui, Désiré. Ce n'est pas au CNC d'élaborer le code de conduite des médias pendant les élections. Parce que la synergie, c'est le propre des médias. Ouais. Le CNC devrait contrôler si les médias sont en train de travailler en suivant le code, en suivant la déontologie journalistique. Mais ce n'est pas au CNC d'organiser les élections. Le CNC n'organise pas les élections, n'organise pas, la synergie. La synergie est organisée par
Les médias. Parce que ce sont les médias qui ont les journalistes. Le CNC n'a pas de journalistes. Que direz-vous du rôle du ministère de la Communication, effectivement, qui a organisé une synergie pendant les moments de la révision de la Constitution, une synergie appuyée par le ministère de... Depuis la première synergie en 2005, les synergies ont été organisées par les médias. Ils se mettaient ensemble et ils organisaient comment ils vont couvrir les élections. Que l'État organise aujourd'hui la synergie, c'est un faux départ. Un faux départ parce que quand tu vas sur terrain couvrir les élections dans un véhicule loué par l'État, avec les frais de mission de l'État, parce que c'est l'État qui a organisé tout, oui, il y a l'achat de conscience. Déjà. Mais Désiré, on voit par exemple dans les médias européens, le gouvernement français subventionne le travail des journalistes. L'État a même l'obligation de subventionner les médias. Mais l'État n'a pas le rôle d'organiser une synergie. Parce que l'État, le seul médium de l'État, c'est la radio-télévision nationale. Et les journaux, le Renouveau, Ndongozi, je crois. Mais Ndongozi, c'est pour l'Église. Mais je ne vois pas l'État organiser une synergie. Pourquoi faire? Parce que la synergie, c'est le propre des médias. Ce sont les médias qui se mettent ensemble, qui élaborent le code de conduite pour leurs journalistes. Mais l'État n'a pas de journalistes. Oui? Il y a des journalistes et des médias qui se mettent ensemble et organisent une synergie. Depuis 2005, je pense que la première synergie organisée par l'État, c'était en 2015, où les médias étaient détruits, oui? les radios détruites, les journalistes ont fui, les radios détruites, il n'y a rien, et l'État organise parce que les médias qui restaient, c'était pour l'État. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs, je vois Iwachu Isanganiro qui refuse. Parce que ce n'est pas à l'État, ce n'est pas le rôle de l'État. L'État est là pour subventionner les médias, pour qu'ils fassent un bon travail, mais non pas pour organiser une synergie. Parce qu'on voit d'ailleurs que l'État est en train de préparer le terrain pour fausser les résultats des élections. Alors, ce sont des élections qui se tiennent dans un contexte particulier de l'histoire de la presse au Burundi, où plus de 100 journalistes sont en exil, comme vous. Les médias étrangers comme la BBC, la VOA ont été fermés. Est-ce que ce code de conduite sonne aujourd'hui comme une menace, une autre forme de menace pour les médias burundais? C'est plus qu'une menace. Je dirais que c'est plus qu'une menace, en fait. Les journalistes burundais qui sont au pays travaillent déjà dans des conditions très particulières. Alors, c'est que ce code qui vient d'être annoncé, qui vient d'être donné aux médias pour signature, c'est pour boucher même la minime brèche qui restait pour les journalistes et leur dire, vous devez travailler comme ça, vous devez dire ce que nous voulons, parce que le gouvernement CNDD-FDD, le parti CNDD-FDD ne fait rien d'autre que ça. C'est avoir la même mise sur tout. Alors aujourd'hui, même ces journalistes qui avaient eu ce courage, qui avaient eu cette bravoure de continuer de travailler, ce gouvernement qui a peur, même s'il voit qu'il n'est pas contrôlé par personne, ce gouvernement a peur que même la petite brèche qui restait constituerait d'un danger pour demain. Donc, pour vous, le pouvoir de Bujumbura veut fermer l'espace. C'est verrouillé, si on peut le dire ainsi. C'est verrouillé une fois pour toutes. Parce que, me dis-je d'ailleurs, si on lit le code de conduite qu'on vient de leur donner, c'est synonyme de leur dire restez dans vos studios, nous viendrons vous annoncer qu'est-ce qui est sorti des élections. Ouais. Et cela, c'est un signe, c'est un mauvais signe pour ces élections prochaines. Si on essaie de considérer la situation actuelle, la situation politique actuelle, si on prend des exemples de ce qui se passe entre cette intolérance et cette intolérance politique qu'on observe entre les partis politiques, vous voyez que la milice Imbonerakure fait du n'importe quoi et est couverte par les organes, l'autorité gouvernementale, l'autorité policière.
demain, ils ont peur que l'opposition, qui elle aussi jure aller jusqu'aux élections, surveiller comment les élections vont se passer, qu'il y ait un problème, le journaliste est là, il rapporte ce qui se passe, il veut verrouiller le terrain, quitte à ce qu'il continue à commettre les bavures sans aucune voix contradictoire. Loin des micros Voilà, des journalistes. voilà. Désolé à Tungimana, Éloge parle d'un mauvais présage pour ces élections. C'est une période électorale qui a toujours été caractérisée par des moments de violence politique au Burundi. Vous savez, les moments des élections sont devenus des moments de recul de la démocratie. Et il y a des fraudes électorales qu'on observe, le cas de 2010 en dit long. Est-ce que les journalistes doivent se taire, par exemple, devant des fraudes électorales comme ça a été le cas en 2010? S'ils s'engagent, ils doivent se taire. Parce que s'ils ne se taisent pas, on va leur retirer la carte de presse. Et quand on te retire la carte de presse, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit même de faire ton métier, parce que partout dans les provinces, il y a des équipes qui ont été constituées pour surveiller les journalistes. C'est comme te retirer le permis de travail. Oui. Alors, souvenez-vous, les élections, la synergie, ce qu'on faisait en 2005, en 2010, on donnait les résultats à temps réel. Pourquoi ils ne veulent pas cela aujourd'hui? Pourquoi ils empêchent aux journalistes de dénoncer ce qui ne va pas, de dire ce qui va très bien? C'est pourquoi... Ou de dire les tendances. Oui, bien sûr, les tendances, parce que quand on disait à Moïnga, le parti Iprona, il est devant avec 80%. Et dans toutes les provinces de Moïnga, il y a dans toutes les communes de Moïnga, il y a des journalistes qui sont rétablis, là, qui sont dispersés dans toutes les communes. Ils annoncent les tendances. Et le soir, le responsable des CEPI, ils annoncent le contraire. À ce moment, les journalistes ont dévoilé cette fraude. Mais aujourd'hui, qu'on empêche aux journalistes de dire qu'il y a des membres des partis qui sont venus élire avec l'uniforme du parti, alors que c'est interdit dans le code électoral. S'il y a des Zimbonelakouré qui sont là pour tabasser la population, s'il y a des gens qui viennent à compte-gouttes, si on ne le dit pas, quel est ce travail que le journaliste doit faire pendant ces élections? On lui a enlevé toute sa liberté, toute sa responsabilité, et on lui a enlevé même le métier. Parce qu'il devient observateur. Comme je l'ai dit en Kirundi, si on envoie par exemple un journaliste couvrir un match de football, et il y a des gens qui attendent le déroulement du match, mais le journaliste est là, on l'interdit de retransmettre en direct. Et à la fin, il annonce le résultat d'un match qui n'ont pas suivi. Est-ce que le résultat, tu peux avoir la confiance en ce journaliste, ou bien on peut même te dicter de dire non, c'est 2-1, alors que c'était un but partout, parce que personne n'a suivi. À ce moment-là, c'est la fraude qui est en train d'être préparée, parce qu'aujourd'hui, je pense que je pense qu'aujourd'hui, le CNDD-FDD a déjà un pourcentage quelque part, le résultat des élections. Tout ça, c'est pour empêcher que les journalistes disent ceci, disent qu'il y avait ces tendances, parce que ces tendances viendront contredire les résultats déjà préparés. C'est pourquoi on empêche à tout prix aux journalistes de dire, d'annoncer ce qui se passe sur le terrain. Avant d'entrer dans la deuxième partie de cette émission, quel intérêt aujourd'hui qu'a le Conseil national de la communication d'annoncer, de produire un code qui va dans le sens de violer la transparence des élections? Non. Quel intérêt pour le CNC, c'est un instrument du pouvoir. Et si le pouvoir prépare la fraude, le CNC ne devrait pas s'opposer parce que c'est un instrument du pouvoir. Le président du CNC est nommé par le président de la République. C'est-à-dire, il va obéir. S'il n'obéit pas, il est mis à la porte. Aujourd'hui, le CNC
Même le président du CNC, c'est un membre du CNDD-FDD. Voilà. Oui. Je dis que le CNC, qu'il joue son rôle, mais qui ne fait pas des interférences dans ces élections. Il faut qu'il joue son rôle. C'est le rôle de contrôler comment les médias travaillent. Mais ce n'est pas le rôle d'organiser les élections. Pourquoi, effectivement, le pouvoir actuel n'a pas intérêt à organiser des élections transparentes? Patrick, ils ont peur de perdre. Ils ont peur de perdre le pouvoir. En ne voulant pas le perdre, ils vont mettre des balises. Pour faire quoi? Pour empêcher à tout ce monde d'être informé, de connaître la vérité. À ce moment, la fraude est déjà organisée. Les journalistes n'ont rien à dire. Ils n'ont aucun statut de journaliste parce qu'on n'empêche pas aux journalistes de dire ce qu'ils voient. C'est l'œil de la population. Exactement. Désolé, Atuimana, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la radio Nzamba Agateka Kawe. Nous entrons dans la deuxième partie de cette émission. Nous parlons liberté des médias burundais en période électorale. Le CNC vient d'imposer à cet effet le code de conduite. Nous sommes avec aussi Eloge Nyonzima, il est journaliste indépendant. Eloge, au regard de la censure qui est imposée par le pouvoir de Bujumbura, est-ce que les médias, encore en exercice au Burundi, disposent de marge de manœuvre aujourd'hui suffisant pour refuser les directives ou les ordres du CNC? Quelle marge de manœuvre disposent-ils? Je dirais qu'ils n'ont rien comme marge de manœuvre. Ils ne sont pas les seuls. C'est comme tout Burundais qui est dans son pays. Ils sont dans une sorte de prison à ciel ouvert. Ils n'ont aucun droit parce qu'ils peuvent être portés disparus à un instant, tués sans que personne ne lève le doigt. Alors, que le CNC fasse du n'importe quoi, il faut aussi sentir et comprendre que le CNC que nous avons aujourd'hui au Burundi n'est plus au CNC qui, dans ses missions, il a ce rôle de promouvoir les médias et le travail du journalisme. Mais moi, je me dis que aujourd'hui, le CNC du Burundi est devenu comme un département présidentiel qui est là pour opprimer la presse, opprimer les médias, opprimer les journalistes qui sont là. Parce qu'effectivement, comme l'a dit mon collègue Désiré, ils sont là pour exécuter les ordres de son parti au pouvoir, de son président illégal qui est là. Alors, que les journalistes, les médias qui restent au Burundi auraient une marge de manœuvre, moi je ne le trouve... En fait, l'espace est verrouillé. L'espace est verrouillé. C'est soit faire ce qu'ils veulent, soit arrêter, soit ne rien faire. Mais aussi... Quel comportement, donc le comportement qu'a affiché les responsables des radios Isanganiro et le journal Iwachu, est-ce que ils réclament le dialogue? Est-ce que c'est une façon d'imposer le dialogue entre les pouvoirs publics et médias? Ils n'ont pas cette force d'imposer le dialogue entre cet organe présidentiel. Quel sens donnez-vous à ce refus de signature? Ce refus de signature relève de ces restes de courage, de bravoure qui caractérisent les quelques journalistes burundais qui sont restés, qui combattent jusque-là. Moi, je les considère comme courageux, avec beaucoup de bravoure. Ils ont dit, plutôt que trahir, nous disons non. Mais reste à savoir ce qui deviendra demain. Le temps nous réserve peut-être des surprises. On ne sait jamais. Si demain on ne trouvera pas les deux médias fermés ou le responsable porté disparu, comme c'est le cas pour d'autres organisations gouvernementales. Ici, je parle... Je donne l'exemple du Parsem qui avait résisté à l'intérieur. Il a fini par être rayé. Oui. Voilà. Vous supposez que ces médias couriraient le même risque? Effectivement. Je crains que demain ou après-demain, ces médias soient accusés
d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de diffamation. Non, peut-être pas de diffamation, mais parce qu'ils n'auront rien dit, mais de non-respect des lois, des lois constitutionnelles qu'ils ont refusées, qui ne respectent plus leur rôle d'informer. On les refuse d'informer. Ils disent non, nous ne pouvons pas informer alors que nous n'avons pas ce droit d'informer. Demain, on leur accusera qu'ils ont manqué à leur obligation. Ouais. Désolé, Atungimana, on s'achemine vers la fin de cette émission. Est-ce qu'à l'étape actuelle de l'exercice des médias, le travail des médias burundais, est-ce que vous trouvez-vous que c'est un travail qui gêne le pouvoir aujourd'hui pour les imposer encore une fois un code à suivre? Oui, ça gêne. Ça gêne parce que il y a encore des médias téméraires qui osent dire ce qui gêne le pouvoir. Oui, je rappelle que le journal Iwachu, par exemple, fait des investigations journalistiques pour imposer son degré de professionnalisme parfois, et des investigations qui dénoncent parfois les agents de l'État. Oui, il y a ce qui gêne. Il y a des médias qui sont encore là, il y a des journalistes qui travaillent. Je les encourage de travailler professionnellement parce que en refusant la profession, c'est-à-dire qu'on quitte même le métier. Et je pense que ces journalistes, ils sont encore là. Le fait en est que le pouvoir continue à verrouiller l'espace médiatique. Le pouvoir continue à imposer aux journalistes ce qu'ils annoncent. Ce qui est très malheureux. Au monde entier, on n'empêche pas aux journalistes de dire ce qu'ils voient. Est-ce que la même adoption non, ces gens, de ce code avec ce pouvoir, des médias. Oui, avec ce pouvoir que nous connaissons tous, ils finiront par signer de gré ou de force. Parce qu'ils sont sur un terrain glissant. Je pense que à la longue, ils vont signer. Mais qu'ils le veuillent ou pas, ils vont signer pour... Mais signer est synonyme de trahir le métier. Mais je dirais qu'ils sont au Burundi, et ceux qui sont au Burundi n'ont pas cette liberté que nous avons aujourd'hui. Effectivement. Alors, ils doivent sauver la peau. Oui. Ouais. Je pense, c'est pas longtemps, peut-être que je peux me tromper, mais je pense qu'ils vont signer et qu'ils vont participer à ces élections biaisées au départ. Je pense qu'ils vont signer cet arrêt de mort. Oui. Ouais. Je pense qu'ils vont le faire. Parce que s'ils ne le font pas, ils courent un risque terrible. Comme Eloge l'a dit, ils peuvent disparaître. Ils peuvent disparaître et ils ne seront pas les premiers, non plus les derniers. Donc, quel conseil donnez-vous pour terminer? Quel conseil donnez-vous justement à nos confrères journalistes qui sont restés au pays? Moi, je resterai au studio et je lirai les communiqués de la CENI. Et vrai ou faux, ça ne m'engage pas, parce que je n'ai pas été sur le terrain pour couvrir, pour tromper la population, mais en lisant le résultat final, le journaliste n'aurait commis aucune faute. Mais en allant couvrir ces élections, sans rien dire, on aurait participé. Les journalistes qui vont couvrir, on va dire qu'ils ont participé aux élections. Mais si tu ne participes pas, tu n'as pas cette responsabilité. Oui? Mais là aussi, il faut mesurer le risque. Et par rapport à la crédibilité des élections? Les élections ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles parce que des élections crédibles, il y a des signes qui ne trompent pas. Depuis l'annonce des CEPI, d'ailleurs, a commencé par la CENI, ensuite les CEPI et les CECI, les partis de l'opposition réclament toujours l'équité. Et hier, j'ai suivi le porte-parole du Frodebo. Il disait qu'à Gitega, ils n'ont aucun observateur. Et le CNDD-FDD a 50% des observateurs, alors que même les associations de la société civile, ils sont dedans, sauf l'Église catholique qui n'a pas voulu accompagner ces élections qui sont faussées dès le départ. C'est-à-dire que même ces associations de la société civile qui sont au Burundi,
ils sont affiliés au pouvoir, ils sont affiliés au parti politique. C'est-à-dire que tous les observateurs, à la longue, seront des observateurs de CNDD-FDD. C'est-à-dire, même renverser les urnes, c'est normal. Clôturer l'émission, quelle attitude, selon vous, les journalistes burundais doivent prendre aujourd'hui pour continuer? Comme on l'a déjà dit, comme on l'a vécu, le beau journaliste, c'est un journaliste vivant. Dans ce pays où même les cadres étatiques sont rencontrés dans leur maison, assassinés, enterrés dans leur clôture, il faut que nos collègues journalistes qui restent au pays veillent en premier à leur vie. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que même aujourd'hui, il y a des journalistes qui fuient le Burundi. Il y a des journalistes qui ont fui très récemment parce que craignant pour leur sécurité. Alors même ceux qui restent là, qu'ils veillent sur leur sécurité en premier. Et quand ils se trouveront dans l'incapacité de continuer, ils peuvent aussi opter pour céder et fuir comme tout le monde parce que les exemples sont parlants. Ce ne sont pas seulement les journalistes. Partout, dans toutes les couches de la population burundaise. C'est la peur, c'est la peur au ventre pour tout le monde. Alors ce journaliste qui est là, qui risque de gêner cet homme politique qui ne veut pas de voix contradictoire, il ne craint de rien. Ils peuvent tout, alors qu'ils veuillent à leur sécurité en premier. Voilà. La sécurité du journaliste. Merci beaucoup pour votre analyse, Elogène Nzima. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Merci aussi, Désiré Tunimana, pour vos éclairages. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. L'émission Club de la presse, c'est ici. La fin donc de cette émission. La prochaine émission sera pour vendredi prochain. En attendant, restez branchés sur nos ondes. Au revoir.